Bonjour, je Bonjour. voulais vous demander, cette belle exposition, justement, d'où tenez-vous toutes ces belles choses? Oui, il faut bien reconnaître que tout ne m'appartient pas. J'ai cherché pendant 4 ans des collectionneurs dans la vallée. J'en ai trouvé, mais tout le monde n'est pas d'accord de prêter ces pièces. Mais j'ai trouvé de braves personnes. Et moi-même, je suis collectionneur depuis toujours. Donc, on a des pièces un peu à tout le monde. Mais ça se trouve sur les marchés, mais maintenant les antiquaires, parce que ça devient très très cher, mais de temps en temps on fait un petit effort, quoi, hein, voilà. Mais il faut aussi qu'on fasse attention parce qu'il y a beaucoup de faux. Et si on n'est pas vraiment un spécialiste, on se fait avoir et on paye. Maintenant il y a des reproductions. Ici derrière où vous avez les casques, etc. Dans les bonnets, il y a quelques reproductions, mais vraiment fidèles, qui coûtent très cher aussi, il ne faut pas rêver. Ça se trouve plus en Belgique, en France, en Angleterre. Mais voilà, on est collectionneur ou on ne l'est pas. Hein. Moi, à la base, je suis collectionneur de la dynastie. J'ai toujours. Je me suis pris au jeu il y a 5 ans, parce que nous avions déjà fait une exposition il y a 5 ans, sur 14-18, qui avait très très bien marché. Et on s'est dit, on refait quelque chose pour la fin de la guerre. Et on aurait bien voulu faire quelque chose sur vraiment la fin de la guerre, mais c'est pas possible. Parce que les documents, c'est papier, c'est beaucoup papier à ce moment-là. Et les gens se lassent vite à regarder des vitrines avec des papiers. Donc ça ne vaut pas vraiment le coup. On en a mis bien sûr parce que c'est la mémoire de la vallée, hein, Mais on a préféré quand même mettre des objets. Par exemple comme ici, on a la vitrine avec les clairons. Il n'y a pas un clairon qui a sonné l'armistice ici, hein, ça c'est un fait. Celui-là il est dans un musée. Hein. Mais nous en avons récupéré. Il y a des Canadiens, des Français, des Belges. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Vous voyez, on a côtoyé l'allemand avec le français, le belge, l'anglais, le canadien, l'américain. On n'a pas essayé vraiment de faire quelque chose, une séparation. La séparation, ça n'existe plus. C'est fini, ça. Et maintenant, on tente de se rassembler, ce qui n'est pas toujours facile, mais enfin, soit. Mais nous avons tenté de créer quelque chose et je crois que ça plaît aux gens. C'est le but. Oui, bien sûr. Je voulais aussi vous demander pourquoi justement avoir implanté cette exposition-là, ici, au cœur de la vallée. Oui, c'est un merveilleux sujet ça. Parce que la vallée, j'ai eu la chance, il y a plus de 10-15 ans, de rencontrer des gens de la vallée. Moi, je ne suis pas natif de la vallée. Et j'ai rencontré des gens vraiment natifs de la vallée et qui m'ont fait confiance quelque part, qui m'ont légué des documents, qui m'ont fait des dons. Et je me suis un peu pris au jeu parce que je me dis, mais c'est pas possible que dans cette petite vallée, que je ne connaissais pas vraiment, il y ait eu, on connaît le fort des Bénémals, mais 14-18, on en parle peu, quoi. Là, moi, j'ai fait des découvertes, j'ai fait les cimetières, j'ai fait les églises, j'ai vu des noms. D'ailleurs, j'ai répertorié 845 noms dans le bouquin, hein, de gens ayant participé à la guerre d'une manière ou d'une autre. Hein. Même pas participé, il y a des gens qui en sont morts comme ça, voilà. Et ça m'a passionné, parce que la guerre n'est pas belle, hein, ça on le sait, mais nous avons eu des braves, tant jeunes, femmes, hommes, qu'on ne verrait certainement plus à l'heure actuelle dans une guerre. Je ne la souhaite pas, mais moi je ne crois pas. Je ne crois pas que les gens se lanceraient encore dans l'espionnage, dans le passage de nourriture, de lettres, ou etc., au péril de sa vie. Mais à l'époque, si. Et il y en a beaucoup qui sont morts. Et dans la vallée, il y en a, il ne faut pas rêver. Et je me suis dit, je suis dans la vallée, j'ai été adopté. Prouvons à ces gens charmants qu'on est capable de faire quelque chose. Hein. L'importance d'écrire justement un livre sur... Maintenant, le livre ne m'appartient pas à 100%,
Nous avons écrit à plusieurs mains. Moi, j'ai eu mes sujets. Il y a une dame qui a fait la frontière électrisée, Madame Tasset. Dominique Simon, que vous connaissez certainement de la commune, qui a fait sur les monuments, un bazar très pointu. Jean-Marie Levaux qui a fait les casques et la Légion d'honneur. Moi, j'ai plus cherché les personnages de la vallée. Mais j'ai fait des recherches sur les médailles 1830 jusqu'à 1928. Parce qu'après, on en distribuait encore à l'époque. Hein. Voilà, on a fait. Chacun avait son business dans la recherche. Ça a bien fonctionné, mais ça a pris 4 ans. Il y a un mois d'ici, on n'était pas encore certain d'avoir le bouquin, quoi. Correction, c'est infernal. Enfin, moi, j'y connaissais rien. Hein. Et personne. Alors, on s'est lancé dans une aventure. C'est une passion, je pense. Oui, c'est une passion. Si on n'est pas passionné, je ne vous parle pas maintenant. C'est un bel hommage aussi. Voilà, oui. À la vallée, à nos anciens, et en espérant que les jeunes. J'ai vu hier au monument, j'ai vu aujourd'hui au monument, à l'église, les jeunes sont là. C'est beau, c'est beau. J'espère. On va croiser les doigts. Hein. Oui, certainement. Moi, je crois qu'il faut y croire. Hein. Non, je ne crois pas à la paix, hein, quelque part. Parce qu'on se bagarre dans tous les coins. On sait bien, hein, déjà dans notre pays, c'est pas la guerre, mais on pourrait presque le dire. Mais moi, j'y crois quand même. Je me dis que nous avons quand même des personnages qui veulent la paix générale. Mais il y en a d'autres, je ne vais pas les citer. Je vais rester poli. Bien, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, ça me fait très plaisir. Bonne exposition en tout cas. Merci. Vous nous expliquez justement cet étage-ci, pourquoi il était important justement pour les soldats à l'époque. Mais il est important parce qu'en fait, avant la guerre de 14, il n'y a réellement pas de souci pour soigner les gens. On a créé la Croix-Rouge au 19e siècle, donc là c'était déjà un premier pas. Mais quand il y avait des soldats blessés, on les retirait du champ de bataille. Les autres, malheureusement, on les laissait tels quels. Et c'est seulement vers 1900 qu'on a commencé à avoir des écoles d'infirmières, notamment avec Edith Cavell, l'anglaise, qui est venue ici, qui a suivi des cours avec le docteur Depage. Et quand la guerre a été déclarée en 14, il y avait déjà des infirmières qui avaient été formées depuis 4, 5, 6 ans, 10 ans grand maximum. Donc directement, alors, quand il y a eu le front à l'Isère, ils ont créé l'ambulance, c'est-à-dire c'est un hôpital de campagne, donc l'ambulance de la Panne. Et là, les soldats étaient amenés. Et comme il y avait justement ces fameuses infirmières diplômées, on a commencé à essayer un peu de les soigner. C'est là qu'on a découvert aussi qu'on a mis au point les premières transfusions sanguines. On a fait aussi un peu la stérilisation de tous les instruments, parce qu'avant c'était... était réellement utilisé. Oui, voilà, exactement, les pinces, les scies, les bistouris. Et alors tout ceci, ce sont les appareils pour stériliser, qui n'existaient pas auparavant. Donc on s'est rendu compte de l'importance d'éradiquer justement toutes ces bactéries, de la propreté, de l'hygiène. Tout ça participe au même... Voilà. Et ils vivaient dans des conditions atroces. Donc ils étaient retirés du front. Quand on voyait qu'il y avait vraiment une possibilité de les sauver, ils étaient emmenés directement dans ces fameux hôpitaux de campagne. Et quand on voyait que il y avait peu de chances qu'ils s'en sortent, on les laissait là 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis on allait voir. Et on se rendait compte qu'ils étaient morts. J'imagine en quantité et en... Oui, et en personnel aussi. Donc c'est vrai qu'à l'hôpital de la Panne, vous avez notamment la reine... la reine Elisabeth, qui venait aussi donner un coup de main parce qu'elle avait aussi reçu une formation d'infirmière. Mais ils étaient submergés, ils étaient... voilà. Et puis le problème qui se passait aussi, c'est qu'une fois
que les soldats étaient remis sur pied, vous aviez les Allemands qui venaient les rechercher et qui les renvoyaient en captivité en Allemagne. Donc il y a eu tout un système aussi d'évasion mis au point, notamment par Edith Cavell. Et c'est pour ça qu'en 1915, elle a été arrêtée et fusillée pour fait d'espionnage. Oui, donc les infirmières étaient un peu polyvalentes à l'époque. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui, oui. Merci. Pouvez-vous nous expliquer justement en quoi consiste La fameuse ligne électrique? Voilà. Donc en fait, ici vous êtes du côté belge. Côté belge occupé par les Allemands. De l'autre côté, où vous voyez le cheval, ce sont les Pays-Bas. Pays-Bas libres, ils sont restés neutres pendant toute la guerre. Donc au départ, il y avait rien. Il y avait juste la frontière, on ne pouvait pas passer. Il y avait quelques soldats tous les X kilomètres, mais c'était une vraie passoire. Les gens passaient pour aller se ravitailler aux Pays-Bas. Les jeunes qui voulaient s'enrôler dans l'armée belge et qui voulaient rejoindre la France via les Pays-Bas, via l'Angleterre et en retraversant via la France, passaient aussi cette frontière. Tous les espions de tous bords passaient là aussi. Donc l'état-major allemand a décidé de mettre fin à cet état de fait. Il a dit non, on va vraiment empêcher les gens de passer. Donc ils ont fait cette triple ligne. Donc première ligne que vous voyez ici en barbelé. Deuxième ligne qui est la ligne vraiment électrisée et c'était du 2000 volts. Et troisième ligne de nouveau des barbelés. Donc les barbelés, première ligne et troisième ligne, c'est plus pour empêcher les animaux. Vous avez notamment des sangliers, etc. qui passaient et chaque fois ça déclenchait l'alarme. Donc il fallait chaque fois couper, réenclencher le système, etc. Et la ligne électrisée, c'est elle vraiment là où vous avez du 2000 volts et qui empêche réellement les gens, enfin qui voulait empêcher les gens de passer. Elle est très longue, elle commence à Vals, vous voyez, aux 3 frontières, et elle va jusque Knock. Donc plus de 300 km qui ont été faits comme ça sur le temps de la guerre. Et en fait, ça n'a pas vraiment empêché les gens de passer. Bon, certains, s'ils sont risqués, ils ont laissé la vie, mais d'autres ont trouvé des systèmes très ingénieux, notamment ici le cadre en bois. Donc c'est un cadre en bois, le bois isole par rapport à l'électricité. Il y a une petite gouttière, comme ça on coince au-dessus et en dessous le fil. Il y a du caoutchouc, double isolation, et alors on passe à travers. Et alors on peut le replier et on repart, voilà. Il y avait d'autres systèmes, on glissait des tonneaux avec les 2 fonds évidés, comme ça vous passiez à travers. Vous aviez aussi un autre système qui consistait en une échelle, comme ceci, puis une partie horizontale, et puis de nouveau l'échelle de l'autre côté. Donc ils ont essayé de trouver comme ça des systèmes très ingénieux. D'autres avaient des cisailles avec les bouts en bois, de nouveau pour isoler, des gants en caoutchouc. Mais bon, certains n'ont pas eu la chance ou étaient trop vite, et soit sont morts électrisés, soit ont été tués par les Allemands, la patrouille qui arrivait, et voilà. Donc ça vaut la peine de la voir parce que tout le monde connaît le mur de Berlin et personne ne se rend compte que cette ligne passait ici, elle passait à quelques kilomètres. Elle était à Eben-Emal et elle coupait Eben-Emal de Cannes. Donc des gens qui avaient de la famille à Eben-Emal ne pouvaient pas aller rendre visite à leur famille de l'autre côté, sauf s'ils avaient un passeport, un sauf-conduit, mais tout le monde n'avait pas le droit à avoir des sauf-conduits. Donc c'était... Oui. Et vous aviez des portes alors, tous les X kilomètres, où vous aviez des gardes, vous étiez fouillés, et alors vous pouviez passer si vous produisiez le papier, le laisser passer. Voilà.